Donc, début juin 1936, un nouveau gouvernement arrive en France. C'est le gouvernement dirigé par Léon Blum, suite aux élections d'avril et de mai 1936. C'est une grande nouveauté et on a donc ce gouvernement de Front populaire qui va marquer à la fois l'histoire de la France et l'histoire de la gauche. 70 ans après la mort de Léon Blum, il paraît important de se pencher sur Léon Blum comme chef de gouvernement, son action, et retenir les éléments de ce gouvernement, comment il a réussi à transformer la France, sur quelle base il a pu agir. On a parlé beaucoup ces temps-ci de travail, on a parlé beaucoup de loisirs, et il est peut-être intéressant d'y revenir. On a aussi beaucoup parlé de Front populaire, mais il faut, semble-t-il, revenir sur le vrai sens du terme Front populaire et donc sur la personnalité de Léon Blum. Pour en parler avec nous, Marion Fontaine et Alain Chatriot sont présents. Et donc, première question, Marion, peux-tu nous rappeler le parcours de Léon Blum au sein de la vie politique française et surtout de la gauche avant son arrivée au pouvoir? Alors merci Benoît. Très rapidement, donc le parcours de Léon Blum. Bon, Léon Blum, c'est d'abord dans sa jeunesse, dans les années 1890, un jeune dandy, un intellectuel, qui, disons, bascule dans l'action politique et dans l'engagement au moment de l'affaire Dreyfus et qui prend comme objet d'admiration et un petit peu comme père spirituel Jean Jaurès et qui donc s'inscrit à sa suite dans ce qui se structure en 1905 sous le nom de Section française de l'Internationale ouvrière ou Parti socialiste. C'est cette filiation avec Jean Jaurès qui marque encore le Léon Blum qui prend la tête de la SFIO en 1920 dans un contexte éminemment compliqué, qui est d'abord un contexte de sortie de guerre, qui est aussi un contexte où le Parti socialiste, la SFIO, éclate à la suite de la révolution bolchevique en deux branches. Un nouveau parti qui va devenir le Parti communiste français et l'ancien parti, la vieille maison, comme disait Léon Blum, qui est le Parti socialiste maintenu. Donc à partir de 1920, Léon Blum, c'est le leader principal d'un des principaux partis de la gauche française, un parti dont la vie dans les années 20 et au début des années 30 est loin d'être paisible et simple, un parti qui doit notamment répondre à la question de ce que c'est que son identité au sein de la gauche française par rapport à un parti en gros de centre-gauche qui est le Parti radical et par rapport à un parti qui désormais entend porter la flamme révolutionnaire qui est le Parti communiste. C'est aussi un parti qui doit lui-même savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'il doit rester dans l'opposition et viser à la révolution? Est-ce qu'il faut qu'il participe au gouvernement? Donc tous ces débats-là, ils agitent énormément et la gauche française et le Parti socialiste au cours des années 20. C'est aussi Léon Blum, quelqu'un qui est à la tête d'un parti qui est lui-même agité par les remises en cause, par les crises. Par exemple, la scission de ce qu'on appelle les néo-socialistes en 1933, c'est-à-dire cette petite partie des socialistes, emmenée notamment par Marcel Déat, qui réclame en gros un socialisme moins démocratique, plus autoritaire et qui emprunte au nouveau régime autoritaire, voire fasciste, et qui mettent à l'épreuve le caractère démocratique du socialisme jaurésien. Donc c'est tout ça Léon Blum, c'est un leader de parti, mais en même temps le leader d'un parti qui est en proie à de constantes redéfinitions, à de constantes questions, et c'est à ce titre aussi qu'il se trouve l'un des premiers acteurs à partir des années 30. Alain, peux-tu nous dire s'il a une expérience justement de l'État, parce que donc début juin, il arrive à la tête d'un nouveau gouvernement, il va représenter la France, mais est-ce que Léon Blum précédemment avait déjà une expérience de l'État? Qu'en est-il de celle-ci, si elle existe? Alors effectivement, il a une expérience un peu inhabituelle quand on le compare à d'autres figures qui atteignent la présidence du Conseil sous la Troisième République dans les années 20 et les années 30.
Très souvent, les figures ou issues des républicains opportunistes, puis des radicaux, ou de la droite modérée, ont un long cursus de portefeuille ministériel avant de devenir président du Conseil. Ce n'est pas le profil de Léon Blum, c'est bien le chef d'un parti qui arrive en tête dans une coalition électorale, et c'est pour cette raison-là qu'il devient président du Conseil, et non pas par une très longue expérience où il aurait enchaîné les Marocains ministériels. Mais par contre, il connaît l'État, parce que Marion l'a signalé, il était effectivement passionné d'art et de lettres, il avait cette figure de dandy avant son engagement politique auprès de Jaurès, mais dans ces années de la fin du 19e, du tout début du 20e siècle, il y a aussi un autre engagement de Blum en termes de vie professionnelle. Il devient membre du Conseil d'État, il rentre au concours de l'auditorat à l'extrême fin du 19e siècle, et il a donc cette expérience de juriste. Il est au Conseil d'État un juriste très reconnu. Il occupe les fonctions, quand il est auditeur, puis quand il est maître d'enquête, de commissaire du gouvernement, c'est-à-dire une des personnes qui instruit les dossiers d'affaires au contentieux. Et ce travail l'amène déjà à avoir une très bonne connaissance du fonctionnement de l'État. Il est un commissaire du gouvernement qui rapporte, par exemple, sur les grandes affaires qui touchent l'organisation des services publics en France. Et puis, il y a une autre étape absolument majeure dans sa trajectoire personnelle, en dehors des engagements purement partisans, c'est le moment de la Première Guerre mondiale, où il rentre au cabinet de Marcel Sembat, une figure de la gauche française. Et Marcel Sembat, qui a la charge des travaux publics, là, amène aussi Blum à voir l'État fonctionner dans un moment très particulier, qui est ce moment de crise généralisée et en même temps d'extension des fonctions de l'État qu'est la Première Guerre mondiale. Donc, ces expériences sont des expériences marquantes. Ensuite, il a une expérience comme parlementaire, et comme un parlementaire qui intervient très régulièrement dans toute une série de débats importants durant les années 20 et les années 30, c'est y compris souvent un parlementaire craint, parce que même si on n'en a pas une vision d'un Blum avec une éloquence flamboyante à la Jaurès, c'est un parlementaire qui maîtrise malgré tout très bien le débat politique et la rhétorique de la Chambre des députés, et il a donc cette place quand même déjà importante dans le paysage politique, si on peut parler ainsi, de la Troisième République avant qu'il devienne président du Conseil. Donc, il n'en est pas une des figures très classiques par sa trajectoire politique, mais il en est une figure malgré tout de très bon connaisseur, et par son expérience ancienne, mais au Conseil d'État, il l'a quitté lorsqu'il est devenu parlementaire après la Première Guerre mondiale en 1919, il est devenu maître d'enquête honoraire, mais malgré tout, cette connaissance de l'État lui sera d'une aide précieuse au moment où justement il arrive à Matignon. Alors, comme je l'ai dit en introduction, les élections portent la coalition pro-populaire au pouvoir. Durant le mois de mai, il y a des négociations. Ce sont les socialistes qui sont majoritaires et donc qui va conduire ces négociations. Ces négociations doivent composer avec les autres forces politiques. Il y a une habile combinaison en fait pour trouver donc un gouvernement. Ce gouvernement est présenté début juin avec beaucoup d'hommes jeunes, mais aussi des femmes. Il y a 3 femmes qui sont sous-secrétaires d'État, donc ce qui est quelque chose de nouveau. Il y a véritablement des nouveautés, tout en sachant que les ministères régaliens sont aussi attribués. Mais parmi ces nouveautés, on voit une chose qui peut étonner, c'est la présence d'un sous-secrétaire d'État qui s'occupe des loisirs. Et donc, Marion, peux-tu nous en dire plus? Quelle est l'action de ce gouvernement de Blum? Pourquoi avoir un responsable politique qui s'occupe plus particulièrement des loisirs dans ce nouveau gouvernement de Front Populaire? Oui, en effet, ça peut paraître extrêmement paradoxal. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler que le gouvernement de coalition du Front Populaire, qui rassemble donc les socialistes, des membres socialistes radicaux avec le soutien de l'extérieur mais sans participation du Parti communiste, est un gouvernement qui arrive dans une situation de crise extrêmement profonde, une situation de crise politique, avec des ligues d'extrême droite qui montent de plus en plus au créneau, une situation de crise économique
extrêmement profonde, et par ailleurs une situation de crise internationale, elle aussi de plus en plus problématique, avec les coups de force menés notamment par Hitler à partir de 1933. Ça peut paraître donc d'autant plus paradoxal qu'un gouvernement qui a manifestement beaucoup de chats à fouetter ait quand même comme idée d'instituer un sous-secrétariat d'État appelé précisément sous-secrétariat d'État à l'organisation des sports et loisirs, et on verra que tous les termes sont importants, sous-secrétariat d'État qui est confié à un très jeune ministre, Léo Lagrange, jeune ministre, il n'a que 36 ans, qui ne s'attendait pas précisément à avoir ce type de fonction. Léo Lagrange connaît beaucoup mieux les questions de défense. C'est quelqu'un qui fait partie du cercle proche, par exemple, des Malraux. C'est l'un des rares socialistes à connaître personnellement De Gaulle. Donc, c'est pas du tout visiblement ce pourquoi il était fait. Alors, ce sous-secrétariat d'État à l'organisation des sports et loisirs, c'est à la fois le fruit d'une réflexion de moyen terme, et c'est sans doute aussi, et c'est certainement aussi, le fruit de l'événement. Le fruit d'une réflexion de moyen terme, c'est-à-dire que l'entre-deux-guerres a été l'occasion, pour les socialistes et pour la gauche en général, de beaucoup réfléchir à la question des rapports entre travail et temps libre, à un moment où le travail industriel devient de plus en plus organisé et pesant, à un moment aussi où quand même tendanciellement le nombre d'heures de travail annuelles commence un peu à diminuer. La question se pose quand même beaucoup de savoir, si le temps libre doit continuer à être réservé à une classe sociale en particulier, la classe de loisirs, c'est-à-dire la bourgeoisie, ou si tout le monde doit avoir du temps libre. La question, c'est aussi de savoir à quoi sert le temps libre dans une société industrielle. Est-ce que c'est simplement comme ça un temps à côté, ou est-ce que c'est un temps qui participe à part entière à la construction de l'émancipation et à la construction, pour finir, de la démocratie? C'est d'ailleurs, est-ce que le temps libre c'est juste pour jouer, ou c'est quelque chose d'extrêmement important? La gauche et Léon Blum pensent quand même que c'est extrêmement important. Je cite ce que dit Léon Blum en 1934. Il faudra un jour bâtir une société où tout sera libre, le corps comme l'esprit, où le loisir, presque plus important que le travail, au lieu d'être un court moment de détente, de récupération des forces, deviendra au contraire la partie la plus importante de la vie et le moyen de l'épanouissement complet de la personne humaine. Donc tout ça, c'est une réflexion de moyen terme. Il est certain que le contexte du Front populaire, et notamment le contexte des grèves ouvrières, l'une des plus importantes de vagues de grève en France de mai-juin 1936, joue aussi très certainement sur cette question du rapport et de l'appréhension des temps, ce qui se manifeste aussi au moment de ces grèves. Une philosophe comme Simone Veil, qui est alors établie dans les usines, le dit très bien, c'est aussi une volonté ouvrière de libération et d'émancipation des chaînes et du carcan du travail industriel. Donc, le sous-secrétariat d'État à l'organisation des sports et loisirs de Léo Lagrange, il doit être compris dans cette perspective, et il doit être compris dans la triple mutation que le gouvernement du Front populaire entend faire subir à la notion de temps libre. La première, elle est extrêmement importante et je pense qu'il faut toujours la rappeler aujourd'hui, c'est que le temps libre, aux yeux de ce gouvernement du Front populaire, n'a pas à être un privilège, que ça n'est pas non plus un cadeau que la gauche ferait aux ouvriers parce que la gauche est gentille, c'est un droit. C'est-à-dire, de la même manière que l'ensemble des travailleurs doit pouvoir bénéficier des fruits de la production, il doit aussi pouvoir bénéficier des fruits de la production sous forme de temps libre. Donc, ce qui explique la volonté d'instituer un temps libre pour l'ensemble des salariés, et c'est la fameuse loi qui institue les congés payés pour l'ensemble des salariés, et qui est l'une des mesures les mieux connues du Front populaire. Donc, 15 jours de congés payés pour l'ensemble des salariés. Toute une partie des salariés français avaient déjà en réalité des congés payés d'une manière ou d'une autre, mais là la loi le généralise. Donc premier acte, le temps libre est un droit auquel doivent accéder l'ensemble des salariés. Et Marc Bloch dit bien quelque part dans L'étrange défaite, c'est que c'est cette idée de temps libre comme droit, cette idée que le temps libre devient un droit général et non plus un privilège, qui indigne une partie de la bourgeoisie, du moins la plus réactionnaire.
En même temps, il y a une idée très forte, très importante et très intelligente du côté du gouvernement du Front populaire, c'est que le temps libre, les vacances et d'autres choses, c'est comme tout, ça s'apprend. C'est-à-dire que dans des cadres et dans des vies sociales où le temps libre n'était pas une donnée immédiate, il faut que les salariés auxquels on donne ce droit puissent avoir les moyens de se l'approprier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, on ne peut pas juste dire aux ouvriers, vous avez 15 jours de congés payés, il faut fournir aux ouvriers les moyens, les organisations, les atouts pour permettre justement que ce temps libre soit un temps émancipateur et soit pas, par exemple, un temps d'aliénation, ce que craint beaucoup la gauche. Et troisième chose, donc un temps libre comme un droit comme un droit qui fasse l'objet d'une socialisation et d'une organisation, et en même temps un temps libre qui soit organisé de manière démocratique. C'est-à-dire que Léo Lagrange dit bien dans l'un de ses premiers discours qu'il prononce au titre de ses fonctions ministérielles que ce qu'il refuse, c'est l'idée de loisirs au pas cadencé. Il vise explicitement, évidemment ici, les formes d'organisation des loisirs autoritaires des régimes fascistes italiens, nazis, etc., etc. Il refuse également, il le dit très bien, que le temps libre, ça soit une corvée insipide de joie et de culture. En gros, le temps libre, c'est pas fait non plus pour s'ennuyer. Et là aussi, c'est une idée très forte. Il faut pas non plus moraliser et ennuyer les ouvriers. Donc il faut que ce temps libre s'organise, mais s'organise en misant et en s'appuyant sur on dirait aujourd'hui, les demandes ou les formes d'auto-organisation qui viennent du bas. Donc c'est une conception extrêmement moderne. C'est aussi une conception, donc c'est cette conception-là que Léo Lagrange va mettre en musique. C'est-à-dire que Léo Lagrange, qui a quasiment pas de personnel, il n'y a pas d'administration des sports et loisirs, qui a à peine des locaux et une administration ministérielle qui est assez voisine de zéro, Léo Lagrange est plutôt une espèce d'incitateur général qui se donne effectivement pour mission, alors de lancer un certain nombre de programmes d'idées, les fameux billets de train Lagrange à tarif réduit, un certain nombre d'initiatives de construction d'infrastructures sportives notamment, mais qui visent aussi à s'appuyer et à développer l'ensemble des initiatives associatives qui sont alors extrêmement importantes dans le domaine des loisirs et du temps libre. Donc appuyer ce que font les syndicats, un syndicat comme la CGT est à ce moment-là très actif dans le domaine des loisirs et du temps libre, appuyer des associations qui sont celles des auberges de jeunesse, qui sont celles du sport populaire, qui sont celles du cinéma populaire, qui sont celles de l'aviation populaire, qui sont celles d'à peu près du théâtre populaire, du cinéma populaire, de tout ce qu'on veut. Donc c'est appuyer, stimuler l'organisation de ces initiatives pour que naisse à partir d'elles une ébauche de politique des sports et loisirs. Donc c'est ça qui fait l'intérêt de cette politique des sports et loisirs, moins le fait qu'elle soit une politique extrêmement cadrée et qui donne des résultats massifs. De toute façon, il n'y a guère de temps, tout ça dure un an et demi, mais le fait effectivement qu'elle institue une manière de fonctionner, un rapport entre l'État et les associations, un rapport, on dirait aujourd'hui, entre le haut et le bas, qui est extrêmement intéressant et qui est effectivement extrêmement novateur. Alors novation qui ne va pas sans choquer évidemment la partie la plus conservatrice. Partie la plus conservatrice qui est moins choquée au fond par le fait, par la loi sur les congés payés, c'est parce que ça tout le monde savait que de toute façon ça finirait bien par arriver, mais par le fait que un gouvernement de gauche entend organiser démocratiquement et librement qui plus est ce secteur et donc faire en sorte que les ouvriers puissent librement en profiter, d'où les fameuses la fameuse colère de journaux comme l'Action française, critiquant dans le ministère de Léo Lagrange, le ministère de la paresse, ce qui n'empêche pas d'ailleurs le ministère de fonctionner. Effectivement, cette notion de paresse qui est parfois assimilée à l'action de Léo Lagrange, on le voit d'autant plus que le pays connaît une crise, tu l'as rappelé, économique importante, qu'il y a des questions
liées au travail. Alors Alain, sur le travail, l'organisation du travail, les revendications aussi sur lesquelles la coalition de Front populaire a été élue, quelles sont les actions de ce gouvernement de Léon Blum? Alors, il y a plusieurs éléments, parce que on a commencé à le dire, mais il faut rappeler que, succédant juste à l'élection, une vague de grèves dans l'ensemble du pays, avec leur particularité de grève avec occupation d'un certain nombre d'usines et de lieux de travail, connaît une ampleur sans commune mesure. Cette vague correspond aussi à la phase entre le délai de l'élection et de l'installation du nouveau gouvernement. Et donc, une des premières choses que à la fois Blum souhaite faire et toute une série de ses interlocuteurs lui demandent de le faire très vite, c'est d'essayer de sortir de cette phase de grève qui bloque un certain nombre de lieux. Et ça passe par des négociations qui vont se tenir à l'hôtel Matignon. Et là, il faut souligner le fait que c'est assez neuf dans le fonctionnement même de la Troisième République. Alors, c'est neuf pour une double raison. La première, c'est déjà le fait que, en fait, avoir des services organisés de la présidence du Conseil, c'est déjà quelque chose de très récent. Il y avait eu quelques expériences durant la Première Guerre mondiale, mais en fait, ensuite, c'est surtout à partir de 1935, donc juste l'année précédente, on a organisé et installé à Matignon des services pour la présidence du Conseil. Auparavant, très souvent, le président du Conseil gardait un portefeuille ministériel pour pouvoir bénéficier d'une administration pour gérer les affaires, mais on n'était pas du tout dans un modèle tel qu'on a pu le connaître par la suite. Donc ça, c'est le premier élément. Matignon, comme organisation de la présidence du Conseil, c'est des choses récentes, et Blum va le jouer à plein avec une petite équipe, une équipe très efficace dans la coordination des politiques qui vont être mises en place. Et puis la deuxième dimension très neuve des négociations à Matignon et qui vont aboutir assez vite à un accord, c'est le fait de confronter autour d'une table les représentants du syndicalisme de salariés et le syndicalisme patronal. Et donc il y a une dimension dans ces accords de Matignon où toute une série d'éléments, le texte des accords est un texte assez bref, mais toute une série d'éléments sont listés. Certains sont des éléments liés au salaire ou à la reconnaissance de la représentation syndicale qui ne passent pas par une évolution législative, mais sont bien actés dans les accords Matignon. D'autres nécessitent des lois sociales. Et ces lois sociales, elles concernent directement le monde du travail. On en a déjà évoqué l'une des trois principales, celle sur les 2 semaines de congés payés. Il y en a 2 autres essentielles. Une qui est restée très célèbre concerne la semaine de 40 heures, une qui concerne la durée du travail, et l'autre qui est en apparence plus technique, mais qui pour le monde syndical est un enjeu majeur, qui concerne l'extension des conventions collectives de travail. Alors, ces 2 lois, enfin ces 3 si on y inclut les congés payés, en fait, les projets de loi sont rédigés très vite dans la foulée des accords Matignon par les équipes du ministère du Travail, et elles sont proposées au vote des 2 chambres, de la Chambre des députés et du Sénat, puisque sous la Troisième République, le système fait que le bicaméralisme égalitaire fait qu'il faut un vote identique des 2 chambres. Et si le gouvernement a bien sa majorité issue des urnes neuves à la Chambre des députés, au Sénat, la situation est beaucoup plus incertaine. Mais finalement, ces lois sont votées, et sont votées assez vite. Celle qui est votée le plus difficilement, c'est celle sur les 40 heures, et va ensuite se poser la question de leur application et des modalités de leur application. Parce que contrairement à ce que certains ont parfois dit à cette époque ou par la suite, ce n'est pas des lois qui vont s'appliquer simplement en claquant des doigts. C'est au contraire des lois qui vont s'appliquer de manière très précise après des négociations par branche. Et typiquement, la question des conventions collectives, la loi, en fait, n'institue pas les conventions collectives. Il y avait déjà des pratiques et des lois précédentes, dont une loi à la sortie de la Première Guerre mondiale, mais au fond, elle s'était très peu développée. Là, ce que dit cette nouvelle loi, c'est que dès qu'une convention est signée par des acteurs sociaux, dans l'ensemble de la branche, il peut y avoir extension de cette convention. Donc, il faut discuter et négocier très précisément. Et donc, en fait, c'est une loi qui ouvre une ampleur de négociation sociale
absolument considérable dans les mois qui suivent le vote de ces lois. Il faut souligner le fait que ça a vraiment été un travail et des débats parlementaires d'une rapidité extrême quand on compare à la durée habituelle de vote des lois sociales sous la Troisième République. Y compris parce que très souvent, le Sénat, justement, gardait sa capacité de blocage et retardait le vote des lois. Ça avait été le cas des lois sur les retraites, des lois sur les assurances sociales. Et là, on a un vrai changement, à la fois lié à la volonté de Léon Blum depuis Matignon, lié au fait aussi qu'il a confiance dans ces mois du printemps et du début de l'été 36 en la solidité de sa majorité parlementaire à la Chambre des députés. Ensuite, ce qui est certain, c'est que dans ces questions-là, touche directement et massivement le droit du travail, en fait, on a à la fois des éléments qui sont issus de la plateforme électorale du Rassemblement populaire, qui est en fait une plateforme électorale où on a bien sûr eu les trois partis politiques majeurs, Parti radical, SFIO et Parti communiste, qui ont eu des élus à la Chambre, mais au moment où le texte de cette alliance électorale a été pensé, ont été aussi associés justement une partie du monde syndical, une partie du monde associatif. De ce point de vue-là, on est dans un moment où ce que Marion décrivait pour les loisirs est effectivement beaucoup plus large et où le nouveau pouvoir politique veut en tenir compte et réussir à s'y associer. Mais on a un vote des lois qui est vraiment rapide. On peut juste signaler que ça n'est pas le cas pour toutes les lois que le gouvernement du Front populaire veut faire voter dans cet été 36, où effectivement la multiplicité des crises fait qu'il y a un certain nombre de mesures qui veulent être prises un peu de manière volontariste par le pouvoir politique. Il y a un autre domaine important à l'époque qui est le domaine du monde agricole, dans la France de l'époque, et la crise agricole est particulièrement importante, à la fois à l'échelle mondiale, mais aussi en France. Et depuis le début des années 30, on a essayé de prendre toute une série de lois pour éviter que le prix du blé s'effondre. Et toutes ces lois ont échoué. Et un des projets que porte le Parti socialiste, la SFIO, depuis très longtemps, c'est de faire voter la création d'un office du blé pour réguler le prix du blé. Et cette loi, le gouvernement du Front populaire va réussir à la faire voter, mais il ne la fait pas voter à la fin du mois de juin comme les grandes lois sociales dont je viens de parler, mais il ne réussit à la faire voter que mi-août, après de multiples navettes entre les deux chambres, et après que le jeune ministre, là aussi, de l'agriculture de ce gouvernement, Georges Monnet, ait explicitement au cours du débat parlementaire au Sénat, dit que si le Sénat ne le votait pas, le gouvernement démissionnerait. Donc il y a encore des luttes politiques qui peuvent être très fortes, et en fait, le texte instituant l'Office du blé est le dernier voté de la session extraordinaire du Parlement à la mi-août. Donc on a encore des luttes politiques qui sont très fortes, mais on a effectivement une volonté du gouvernement sur toute une série d'éléments de réussir à avancer. Sur certains, les avancées sont très réelles et vont avoir des conséquences très pratiques dans la vie de l'ensemble de la population. Pour d'autres, elles sont plus symboliques, mais effectivement, je le signalais tout à l'heure, il y a certains de ces symboles qui sont importants. Tu disais que dans la formation même de ce gouvernement, une des nouveautés était la présence des sous-secrétariats d'État, certes, mais de 3 femmes. Il faut insister, tout le monde ne s'en souvient peut-être pas, en 1936, on va donc avoir des femmes dans le gouvernement alors qu'elles n'ont pas encore le droit de vote. Le droit de vote des femmes, le suffrage n'est toujours pas réellement universel, c'est bloqué au Sénat alors que la Chambre l'a voté plusieurs fois depuis l'après-Première Guerre mondiale, et il faudra attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que ça évolue. Et de ce point de vue-là, en plus, c'est certes une mesure symbolique, mais le choix des figures de Cécile Brunschvig, de Suzanne Lacorde et d'Irène Joliot-Curie, vient juste d'obtenir le prix Nobel avec son mari l'année précédente, sont des choix très symboliques, sont aussi des choix symboliques pour justement faire des signes envers les mobilisations associatives, envers les enjeux de politique sociale et de politique scientifique. Donc il y a effectivement, on retient souvent les 40 heures et les congés payés. Ce sont des mesures essentielles, mais l'action voulue par Blum et ses équipes est beaucoup plus large
Et si la durée même du gouvernement est assez brève, elle ne s'y limite pas. Et puis, dernier point que je voudrais préciser sur la question du droit du travail, certains des adversaires de ces lois sociales ont dit que dans le contexte de crise économique mondiale, prendre ces décisions à l'échelle française n'était pas raisonnable et c'était une voie qu'aucun autre pays n'empruntait. Alors ce discours-là, qui est porté par une partie de la droite très conservatrice ou libérale d'un point de vue économique à l'époque, ne tient pas compte du fait qu'en fait, ces questions, ça peut même concerner aussi en partie le monde des loisirs, mais ça concerne directement la durée du travail, les conventions collectives, étaient en fait des questions très largement débattues depuis l'après-Première Guerre mondiale et la création de l'Organisation internationale du travail. Et donc, dans toutes les sessions annuelles de l'OIT et dans le travail collectif du Bureau international du travail, toutes ces questions avaient été très débattues. Et effectivement, si on peut faire ces lois de manière très rapide, c'est aussi parce qu'il y avait eu déjà un débat à la fois théorique, économique, social et politique important sur ces questions-là. Donc, on voit l'effet de rupture politique et la volonté qui permet le fait de faire aboutir ces lois, mais on avait un débat qui existait déjà et qui était pas simplement franco-français, mais déjà à l'échelle internationale. Et donc on le voit avec les exemples que vous avez cités, hein, il y a une vraie volonté de Léon Blum d'agir vite. Il y a la mise en place de réformes. On pourrait aussi parler de l'école, où une figure comme Jean Zay, qui est également jeune, qui au départ ne connaît pas ce milieu-là, mais a une action importante. Donc il y a les symboles. On voit aussi dans les propos que tu as eus, Alain, et aussi Marion, qu'il peut y avoir des difficultés, voire des réactions à l'encontre. Alors justement, que pensent les Français et les Françaises de ce gouvernement qui agit beaucoup, qui a beaucoup de choses à faire, mais vous l'avez rappelé, il y a aussi beaucoup de problèmes qui s'accumulent, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Mais peut-être on peut commencer, Marion, par les réactions des classes populaires, des ouvriers qui sont justement à l'initiative dans ce Front populaire. Qu'en pensent-ils? Sont-ils satisfaits, contents, hésitants? Alors oui, tu as bien fait, Benoît, de rappeler que il faut pas oublier que derrière l'aspect effectivement très dynamique, très symbolique, très efficace aussi quand même, Alain l'a rappelé, d'un Front populaire qui s'appuie aussi sur le bagage des années, des débats des décennies antérieures. Tout cela se fait dans un pays qui est profondément clivé. On dirait aujourd'hui en proie à des tensions politiques extrêmement vives. Je pense que on ne se souvient pas, et c'est sans doute très bien, du degré de violence qu'a atteint une certaine presse, par exemple, dans ces années-là. On sait que en 1935, l'Action française appelle à fusiller Léon Blum, mais dans le dos. On sait que la campagne de calomnie va atteindre le ministre de l'Intérieur de Léon Blum, Roger Salengro lui-même, jusqu'à le pousser au suicide. Donc tout ça fait un climat extrêmement tendu, un climat qui est aussi tendu à gauche et au sein des soutiens du Front populaire, puisque l'union des gauches en 1934-35 est une espèce de petit miracle, un petit miracle dû essentiellement à la peur. Ce qui pousse les gauches à s'unir, c'est la crainte d'un coup d'État d'extrême droite, ce qui n'empêche pas des clivages extrêmement importants de subsister, et notamment entre les deux partis cousins, rivaux, ennemis, que sont le Parti socialiste et le Parti communiste, alors c'est-à-dire qui représentent, pour finir, alors qui certes se sont unis à partir de 1934, mais qui représentent deux manières de voir la gauche, deux manières de voir le rapport au pouvoir, etc., etc. Donc les électeurs du Front populaire, ce sont aussi bien, et dans les classes populaires, mais pas que, ce sont aussi bien les électeurs communistes que les électeurs socialistes. Alors comment est-ce que il voit l'action du Front populaire? Bon, il y a quand même ce qu'on peut en savoir, les premiers sondages d'opinion n'arriveront qu'en 1938, mais ce qu'on peut en savoir, c'est qu'il y a quand même une immense reconnaissance
pour l'œuvre du gouvernement du Front populaire, pour la reconnaissance, parce que c'est au-delà de la question des congés payés, de la question des 40 heures, de la question des conventions collectives, ce que marque bien l'ensemble des mesures du Front populaire, c'est la réintégration du prolétariat, du monde ouvrier, des classes populaires, peu importe le nom qu'on lui donne, dans la cité. Et c'est la fin de ce paradoxe français qui, si on veut citer Jacques Julliard, faisait que les classes populaires françaises étaient à la fois incluses politiquement dans la République et exclues socialement. Donc pour cela, il y a une profonde reconnaissance. On sait que l'été 1936, cet été qui est sans doute un peu mythifié, mais c'est pas uniquement du mythe. L'été 1936, c'est un été de fête et un été où véritablement l'action du Front populaire est reconnue. Ça ne dure pas forcément très longtemps, c'est-à-dire que les clivages et les tensions réapparaissent très vite. Elles réapparaissent, par exemple, sur la politique de gestion de l'ordre de Léon Blum et de son ministre de l'Intérieur. Sont-ils assez stricts avec les ligues d'extrême droite? Pas assez. Elles se cristallisent aussi beaucoup sur la question de l'intervention dans la guerre civile espagnole, qui démarre à peu près au même moment. Et il y a d'énormes contestations sur le refus, pour finir, du gouvernement de Léon Blum d'intervenir. Donc pour finir, comme souvent, la désillusion arrive assez vite. À l'inverse, cependant, d'autres expériences de la gauche au pouvoir, ce qui perdure à moyen terme et à long terme, c'est plutôt quand même la reconnaissance et la satisfaction. Jusqu'à aujourd'hui, le Front populaire, dans la mémoire de la gauche, dans la mémoire des classes, pour autant qu'on puisse en juger, reste quand même l'expérience, une expérience réussie. Une expérience envisagée de manière tout à fait nimbée de nostalgie, mais peut-être trop d'ailleurs, parce que ça conduit la gauche à vouloir toujours revenir au Front populaire, ce qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais reste qu'il y a quand même... il va rester du rapport entre Léon Blum et ce qu'on peut en savoir des classes populaires, une immense reconnaissance, une reconnaissance que Léon Blum d'ailleurs lui-même mettra en avant lorsque le gouvernement du maréchal Pétain accusera les responsables du Front populaire d'avoir, par les 40 heures, etc., et par les congés payés, d'avoir insufflé la paresse aux Français et pour finir d'avoir causé la défaite. Léon Blum répondra devant ses juges que il revendiquait lui-même le fait d'avoir réconcilié les ouvriers avec le repos, avec une espèce de vie naturelle. Et dit-il toujours devant les juges, à chaque fois que je suis sortie de mon cabinet durant la durée de mon ministère, que j'ai traversé la grande banlieue parisienne et que j'ai vu les routes couvertes de motos, de tandems, avec des couples d'ouvriers vêtus de pullovers assortis et qui montraient que l'idée de loisir réveillait chez eux une espèce de coquetterie naturelle et simple, j'avais le sentiment d'avoir, malgré tout, apporté une embellie, une éclaircie dans des vies difficiles, obscures. Et je pense que c'est ça, d'abord, qui très vite va s'imposer dans le bilan qu'on va faire du Front populaire. Et la France de cette époque est aussi une France rurale. Le monde des campagnes, c'est quelque chose d'important. À peu près la moitié, me semble-t-il, de la population vit dans les campagnes. Tu as évoqué, Alain, aussi la question des patrons, du patronat. Qu'en est-il justement de ces groupes sociaux, les paysans, les entrepreneurs et les patrons? Qu'en disent-ils de cette expérience du Front populaire sous l'égide de Léon Blum? Alors, le monde paysan était, pendant longtemps, sauf dans certaines régions, assez peu sensible au discours des forces de gauche en France. À la fois parce que le syndicalisme agricole qui s'était structuré était souvent marqué et lié avec la droite conservatrice, et puis parce qu'il pouvait des fois y avoir une inquiétude face à la question du rapport à la propriété, qui reste évidemment un mot central dans le monde rural de la France de l'époque. Mais finalement, cette mise en place de l'ONIB, l'Office national interprofessionnel du blé, à partir de l'été 36, qui avait été très combattu à droite, c'est pour ça qu'on avait eu tant de mal à faire voter le texte, il va être très accepté, parce que justement, il va enfin donner des mécanismes qui
dans un contexte mondial certes spécifique de marché, mais vont stabiliser les prix du blé. Et donc toute une partie du monde agricole qui craignait, y compris toute la propagande qui avait été faite contre l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste avec des alliés au Parti radical, mais aussi au Parti communiste, qui inquiétait encore plus une partie du monde agricole, finalement se trouve très souvent assez satisfait de la mise en place de cette politique qui répond enfin à ce qui avait été un échec continu de toutes les tentatives menées auparavant. Donc dans le monde agricole, des discours qui parfois restent hostiles, mais en même temps, à la base, un contentement du fait que les prix arrêtent de s'effondrer. Le plus bas avait été atteint au milieu de l'année 35, parce qu'en plus, les choix de politique de déflation qui avaient été faits avaient fait qu'on avait atteint un écroulement absolu du prix du blé en France à l'époque. Ça, c'est pour le monde agricole, donc une réaction particulière, mais qui finalement trouve dans la forme de politique menée un accord possible. La situation est évidemment bien différente dans le monde patronal, un monde patronal qui est très secoué par l'ampleur des lois sociales, mais aussi justement par cette expérience, des grèves avec occupation qui ont été connues à partir du printemps 36. Et en fait, le monde patronal va se réorganiser dans ce contexte-là, et va se réorganiser pour une part sur une ligne plus dure, contre les lois sociales, y compris avoir des changements dans les personnes qui dirigent le syndicalisme patronal à l'époque en France. Une des personnes qui va devenir un des dirigeants patronaux de l'époque publie une brochure intitulée « Patrons, soyez des patrons ». Ça c'est clairement l'esprit, pose le terme, de revanche par rapport aux lois sociales qui ont pu être votées. Et donc un de leurs enjeux, sur fond de crise économique maintenue à l'échelle internationale malgré tout, sur fond de crise politique internationale majeure, Marion l'a dit avec la question de la guerre d'Espagne, mais évidemment c'est un contexte plus général à l'échelle européenne qui est très marqué par des inquiétudes très fortes. Le patronat va essayer assez systématiquement de revenir sur ces lois de l'été 36. Et ils vont finalement en partie y arriver au moment où Édouard Daladier, donc une des figures du Parti radical, est président du Conseil. En particulier sur la question de la durée du travail, on va avoir un détricotage imagé, mais il correspond assez bien, de la loi sur la semaine de 40 heures, jusqu'à le fait de passer par des décrets-lois en novembre 38, un retour assez généralisé sur un certain nombre de ces mesures. C'est à l'époque le ministre des Finances, Paul Reynaud, qui se fait le porteur de ces décrets-lois, qui marque au fond un temps d'arrêt par rapport aux politiques économiques et sociales qui avaient été menées au moment du gouvernement Blum. Alors, ensuite, j'allais dire, l'engagement dans l'engrenage vers le conflit mondial, puis l'entrée en guerre en septembre 39, change de toute manière le rapport à ces éléments-là, mais c'est un point à ce moment-là marquant, même si, évidemment, ça n'est pas simplement une réaction qui serait uniquement du fait du patronat. Ça correspond aussi au fait que dans la majorité parlementaire, les choses se recomposent, et de ce point de vue-là, la situation au milieu de l'année 1938, politiquement, n'est plus du tout la même qu'elle ne l'était à l'été 36. Et donc, c'est bien la même chambre, mais déjà, les équilibres et les possibilités de constitution de majorité sont devenus très différents et expliquent donc le fait qu'on revienne sur un certain nombre de ces mesures et que d'autres projets qui avaient été portés, qui auraient permis d'aller encore plus loin dans le droit du travail, n'aboutissent pas. Donc il y a bien eu une première étape, elle reste importante dans les mémoires, elle reste importante parce qu'effectivement, comme Marion l'a rappelé, le gouvernement du maréchal Pétain cherche absolument à trouver dans le Front populaire les causes de la défaite de 40, parce que c'est toujours plus simple d'accuser ses adversaires politiques que de regarder la situation de l'armée française dont l'un des chefs vient de récupérer le pouvoir dans cette condition si particulière de l'été 40. Mais ça reste un moment qui sera aussi important par justement les suites
à la Libération, c'est-à-dire qu'à la Libération, c'est aussi un moment que l'on peut se réapproprier par le volontarisme politique, par l'ouverture des décisions concernant la législation sociale, et on va retrouver, y compris la figure, hélas, très affaiblie par les conditions dans lesquelles il a vécu la guerre et en partie sa captivité. Léon Blum reste à la Libération encore une figure non seulement tutélaire pour la gauche, mais aussi une figure qui politiquement symbolise ce type d'action avec un front assez uni des forces de gauche, porteurs surtout, pas simplement de grandes déclarations, mais aussi de mesures assez précises pour pouvoir faire avancer des formes de l'action publique. C'est aussi une dimension assez majeure du Front populaire qu'il faut souligner. Évidemment, dans la mémoire collective, il y a les grandes grèves, et il ne faudrait surtout pas les oublier, avec en plus cette particularité que ces grandes grèves s'accompagnent, du fait qu'elles sont sur une large partie du territoire français, ce n'est pas seulement des grèves localisées dans quelques bassins d'emploi, mais elles s'accompagnent aussi d'un fort mouvement de syndicalisation. C'est aussi une dimension importante qu'Antoine Pro, jadis, avait bien montré dans ses travaux, et qui en font une particularité. Au fond, on retrouve aussi, pour une part, à la Libération, et même si à la Libération, la figure de Blum est devenue davantage une figure tutélaire, elle est aussi tutélaire par cet esprit associé à une certaine idée d'une politique de gauche en France. Alors, ce gouvernement, effectivement, a une durée d'existence relativement courte, mais en même temps installe, comme vous l'avez montré, des éléments fondateurs, des symboles, des lois qui sont toujours importantes. On a parlé de dialogue social, c'est quand même aussi un sujet d'actualité. Les questions de travail, les questions de vacances, de loisirs, tout un tas de choses importantes. On voit aussi des difficultés internationales, difficultés, on l'a évoqué, ce gouvernement n'arrive pas à installer le droit de vote, par exemple universel, et donc le droit de vote pour les femmes, tout en ayant donc des femmes sous-secrétaires d'État. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit tous les deux, c'est une référence importante. Alors, dernière question pour terminer notre entretien, et question que je vous pose à tous deux, c'est pourquoi ce Front populaire est si fondateur, et quelle place a Léon Blum dans ce mythe, mais au bon sens du terme, pas au sens péjoratif, du Front populaire. Marion, peut-être pour commencer, et ensuite Alain. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de l'expliquer. Bon, d'abord, tout simplement, c'est la première fois que la gauche socialiste, une gauche qui, disons, affirme vouloir au moins une réforme profonde du capitalisme, si ce n'est son abolition, parvient au pouvoir. C'est la première fois que les représentants du parti de Jaurès, les représentants d'un parti ouvrier parviennent au pouvoir. Donc pour ce type de gauche qui dont les rapports très compliqués de la gauche française avec le pouvoir et avec l'État, c'est forcément une expérience inoubliable. Bon, c'est aussi effectivement une période, Alain l'a rappelé, c'est en plus une gauche qui fait des choses. Qui fait des choses extrêmement concrètes, qui change véritablement toute une série de choses. Et effectivement, je crois que Alain a raison de souligner que le Front populaire, c'est pas juste des idées qui se baladent, c'est des projets mûris avant. Et des projets qui sont pas simplement enclos dans le champ politique, mais qui ont été mûris dans le champ des organisations internationales, dans le champ des organisations associatives. C'est des projets qui sont votés, et c'est des projets pour lesquels on se soucie un minimum de leur mise en application et de ce qu'ils donnent. Donc c'est aussi pour la gauche une idée de ce qu'il faut faire, d'une manière de gouverner. Alors bon. Il faut pas se leurrer aussi, c'est une expérience qui peut marquer d'autant mieux et d'autant plus que elle est en partie préservée de l'usure du pouvoir. C'est-à-dire que la beauté de l'expérience tient aussi à son extrême brièveté.
C'est-à-dire que, Alain l'a rappelé aussi, tout ça se délite parce que la coalition du Front populaire elle-même se délite au cours de l'année 1937, et en 1938, le cours des choses a déjà radicalement changé. Donc par rapport, c'est aussi l'avant 40, l'avant-guerre, etc. Donc c'est une espèce de moment un petit peu miraculeux. Après la crise et avant la guerre, je pense que ce qui marque aussi, c'est ça. Dernière chose qui marque, c'est que bon, il y a des moments où vous réussissez à créer une espèce d'ambiance et d'enthousiasme collectif. Personne ne sait ni quand ni comment, mais effectivement, ce qui marque dans le Front populaire, c'est sans doute les mesures que ce gouvernement prend, c'est aussi l'ambiance que pour quelques mois s'institue, pas simplement, pas parce que le gouvernement le demande, hein, c'est pas le gouvernement du Front populaire n'était déjà pas en place qui a décidé les grèves, c'est pas le gouvernement qui décide de ce qui se passe durant, par exemple, le 14 juillet 1936, où il le décide assez peu, mais c'est aussi une espèce d'ambiance de fête collective, alors qui certes ne change rien à ce qui se passe ensuite, hein. Ça n'empêche pas les divisions, la défaite, la guerre. Mais c'est un moment qui marque aussi par cette espèce de réussite et d'ambiance collective. Alors avec un seul risque, je terminerai par là, c'est-à-dire que le fait le risque pour la gauche dans les décennies qui suivent, et elle n'en est peut-être pas tout à fait sortie aujourd'hui, je le répète, c'est de vouloir recréer à toute force le Front populaire en faisant la même chose, en oubliant ce que le Front populaire avait d'unique, unique parce que les partis sont uniques, parce que le contexte est unique, parce que la situation de la société française elle-même à ce moment-là est unique. En gros, comme pour beaucoup de moments antérieurs, je crois que l'enjeu pour la gauche aujourd'hui, c'est pas d'essayer de répéter, de dupliquer le Front populaire, c'est pas d'essayer d'inventer un nouveau Léo Lagrange, où le gouvernement de Pierre Mauroy l'a essayé en 1981, hein, ça s'est effondré totalement. C'est pas d'essayer de dupliquer le Front populaire, c'est d'essayer peut-être de comprendre ce qui a fait la réussite de l'expérience pour tenter de réussir d'autres expériences. Ce qui compte, pour finir avec le Front populaire, c'est sa capacité aussi d'innovation et d'invention, pas sa capacité à répéter. Et effectivement, il s'agit pour la gauche, peut-être pour finir, de bien voir le Front populaire, non pas comme un mythe, mais comme une expérience. Et comme une expérience susceptible, effectivement, de nourrir d'autres expériences qui seront dissemblables, mais qui pourront apprendre de l'expérience antérieure. Alain, même question alors? Oui, juste d'un mot, parce que je suis assez d'accord avec ce que vient de proposer Marion. Il me semble qu'il y a bien, en effet, dans cette expérience, cet enjeu d'associer un volontarisme politique très réel et des pratiques démocratiques. Et c'était à la fois très original dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. De ce point de vue-là, il faut garder en tête, et c'est aussi pour ça que l'expérience pour la génération des personnes qui l'ont vécue était si marquante. C'est qu'elle correspondait aussi à un moment où, dans d'autres pays européens, les voies politiques qui étaient choisies s'éloignaient de la démocratie. Donc, de ce point de vue-là, il y avait l'idée que, en conservant les institutions parlementaires, en conservant ô combien des valeurs démocratiques, avec la figure de Blum et ce type de rapport à l'action publique, on pouvait pour autant agir politiquement. Au fond, que l'action politique n'était pas limitée à celle des discours des régimes fascistes ou dictatoriaux qui s'établissaient dans de plus en plus de pays européens. Et je trouve que là, c'est une dimension aussi importante qui explique l'image de longue durée de cette expérience et qui fait qu'elle mérite aussi d'être regardée justement de près, avec lucidité. Je suis tout à fait d'accord avec Marion, il faut aussi être très réaliste. Les divisions politiques rapidement ont posé de gigantesques problèmes, et de ce point de vue-là, quand Léon Blum tente de former un second gouvernement en 1938, il ne réussit pas du tout à faire aboutir son projet, alors qu'en termes de politique économique, il avait un projet très ambitieux, préparé avec l'un de ses collaborateurs, le journaliste Georges Boris, mais finalement, les choses n'aboutissent pas parce que, effectivement, là,
l'ampleur du projet a un mur institutionnel avec le Sénat qui renverse le gouvernement. Donc, c'est vraiment une expérience de ce point de vue-là originale, inscrite dans un moment très particulier, mais qui, dans le fonctionnement même des institutions, peut aussi nous permettre de réfléchir, en plus de l'aspect histoire de la gauche, ça, on l'a déjà bien évoqué. Merci beaucoup à tous deux, donc Marion Fontaine et Alain Chatriot, de nous avoir expliqué cette expérience du Front populaire, cette expérience du premier gouvernement de Léon Blum qui se met en place au mois de juin 1936.